Salut. Comme vous vous en doutez sûrement, je suis un chouïa fan de Japanimation et de manga, et parmi mes licences préférées du média, on retrouve des choses comme Lupin 3, Tokyo Ghoul, Bleach ou encore Death Note, mais aussi et surtout City Hunter à qui j'ai déjà accordé plus de 30 minutes de vidéo sur cette chaîne. Ah oui, bon, oui alors. Cependant, 30 minutes de vidéo n'étaient vraisemblablement pas assez pour développer tout l'amour que j'éprouve pour cette licence. Alors du coup, pour remédier à cela, j'ai décidé qu'aujourd'hui serait le jour de naissance de cette nouvelle série de vidéos qui sera consacrée aux 7 films dérivés de cet animé, à savoir Amour, Destin et Magnum 357, Bay City War, Complot pour $1 million, Service secret, Goodbye My Sweet Heart, La mort de Ryo Saeba et enfin Shinjuku Private Eyes, une rétrospective qui va donc me permettre d'explorer en long, en large et en travers toute la maestria de cet univers que j'aime tant. Ça va être dingue! Voilà, maintenant que tout est expliqué, on va pouvoir commencer cette série de vidéos en parlant du premier film de la liste, alors préparez vos néons et vos coupes de cheveux beaucoup trop volumineuses pour la forme de votre visage, car aujourd'hui c'est retour en 1989 pour parler de City Hunter, Amour, Destin et Magnum 357. Donc City Hunter, Amour, Destin et Magnum 357 est un film sorti le 17 juin 1989 au Japon et diffusé en 2000 à la télévision française. Il est réalisé par Kenji Kodama qui est l'illustre réalisateur de la série d'origine dont on a parlé dans la précédente vidéo, mais également scénarisé par Akinori Endo qui est scénariste sur beaucoup d'épisodes de chacune des saisons, mais également sur Gundam WZ, Inuyasha, Fake et 3x3 Eyes. Et enfin, il a été confié au studio Sunrise qui est le même que celui de la série. Vous l'aurez donc compris, on a ici une équipe reprise de la série originale, ce qui annonce donc une qualité et un aspect très proche de cette dernière, et ça va justement se confirmer dans le synopsis qu'on va voir dès maintenant. Notre film s'ouvre sur un dénommé Krigman qui s'apprête à donner des informations secrètes à la police japonaise. Sauf qu'au dernier moment, il se fait assassiner juste devant Saeko par un individu inconnu. Parallèlement à cela, Nikki et Laura, qui sont en cruel manque de clients, sont contactés par une pianiste étrangère nommée Nina Stenberg, qui profite de son séjour au Japon dû à un concert qu'elle a là-bas, pour les engager afin de retrouver son père qu'elle n'a jamais connu. Une mission qui va vite se lier à l'histoire de l'homme assassiné, impliquant Nikki, Laura, Mammouth et leurs clientes au cœur d'une affaire bien plus dangereuse et vaste que prévu. Un synopsis qui promet donc un programme bien chargé, mais qui surtout transpire par tous les pores l'atmosphère City Hunter. Et pour cause, le film se veut comme une espèce d'épisode de la série en format 1h30, ce qui est une excellente décision puisque c'est probablement le meilleur choix à faire pour un film de ce genre. Alors ça c'est la meilleure. Effectivement, lorsque l'on fait un film dérivé d'une œuvre, on est obligé de respecter deux principales contraintes. La première, c'est respecter et retranscrire l'univers et l'ambiance de l'œuvre dont on est dérivé. Ce qui est assez logique puisque la première cible de ces films, ce sont les fans de l'œuvre originale, donc logiquement, il faut qu'ils retrouvent l'univers et l'ambiance dont ils sont en fan. La seconde, c'est de proposer un scénario qui justifie le passage au film. Alors ça peut paraître moins évident, mais il faut comprendre qu'ici on n'est pas face à un simple hors-série ou un simple OAV, c'est un format plus long, avec un temps et un coût de production généralement plus important, donc indubitablement, le film doit proposer un contenu adapté à cette augmentation de moyens, afin que le spectateur se dise qu'il a assisté à plus qu'un simple épisode lambda, et que donc il en a eu pour son argent. Par exemple, dans les films Détective Conan, on propose une plus longue enquête pour garder l'atmosphère des épisodes et donner un scénario plus proche de celui de l'animé, mais également plus de spectacles, plus de complexité dans l'affaire, bref, plus de tout. Et c'est pareil dans les films One Piece qui proposent l'exploration d'une île inédite, mais avec souvent un concept plus cinématographique. Donc en gros, pour faire un film dérivé d'une œuvre, il faut un concept proche de la série, mais en plus cinématographique. Maintenant, revenons-en à notre film et son synopsis basé sur une affaire XXL et voyons s'il coche ces deux critères. Alors si vous avez bien fait votre devoir, vous savez sûrement que l'anime City Hunter se base sur le schéma un épisode égale une affaire et donc égale une cliente, donc on peut cocher le premier critère sans trop se fouler après avoir vu le synopsis, puisque le film ne tourne qu'autour d'une affaire qui elle-même ne tourne qu'autour d'une cliente. Du coup, si vous avez vu l'anime avant de voir le film, vous ne serez pas trop dépaysé.
Mais en plus, cette affaire est pensée pour coller à un format d'1h30 avec donc plus d'action, plus de personnages, plus de péripéties et une animation du niveau des meilleurs épisodes de l'animé, donc on peut aussi cocher le deuxième critère et voilà, on est au bout. Ainsi, le choix des concepteurs de ce film se révèle effectivement très efficace si on se fie à la règle des 2 critères. Ça n'existe pas. Sauf qu'être bon sur le papier c'est super, mais en action c'est quand même vachement mieux, donc il est temps de s'attaquer au film en lui-même, et pour cela l'idéal c'est de s'attarder sur les personnages parce que je fais ce que je veux, et le plus intéressant à noter sur ces derniers c'est qu'ils se répondent. Bah si on va avoir des dialogues, c'est la moindre des choses en même temps. Mais c'est que t'es super futé dis donc. Merci, c'est gentil. Bon, je vais m'expliquer. Dans l'anime original, il arrivait de temps à autre que les affaires permettent de développer les personnages principaux, que ce soit Laura, Nikki, Mammouth ou Saiko, et ça se faisait via un lien direct avec eux ou en faisant écho à ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ont vécu. Mais majoritairement, les épisodes étaient des stand-alone où on se concentrait simplement sur la cliente, son histoire, son développement et ses thématiques, et où de leur côté, Nikki et Laura servaient surtout de fil rouge et d'aide à ces dernières, comme j'ai pu l'expliquer dans la vidéo sur le prétendu sexisme de cette œuvre. Sauf que ce film a décidé de se diriger du côté du cas ponctuel et non de celui majoritaire en créant des personnages avec une histoire, un développement et des thématiques qui font écho à nos héros et donc un film avec des personnages dont les situations se répondent. Ah, donc rien à voir avec les dialogues en fait. Et non, rien à voir. Attends, donc tu foutais de ma tronche là. Eh ouais, c'est triste. Bref, revenons-en au film et voyons comment il fait tout cela. On retrouve donc le personnage de Nina, la cliente, qui comme expliqué plus tôt, cherche à retrouver son père et inéluctablement va finir par réussir. À ce moment précis, on apprend ce qu'il est devenu et les raisons de son abandon, que je vais malheureusement devoir vous dévoiler pour aller au bout de mon raisonnement, donc désolé, mais j'ai pas trop le choix. Je suppose que je dois te remercier. Ou pas. Parce que bon, c'est quand même un peu toi qui nous a mis dans le pétrin à la base. On apprend donc que le père de Nina est un espion au service d'un pays étranger qui a décidé d'abandonner sa femme et sa fille à cause des dangers que son métier représentait pour eux. Se retrouvant alors seul et privé de ses uniques amours, il s'est rattaché à sa mission de soldat et son seul talent, le faisant devenir une sombre machine à tuer sans cœur ni âme, au service de puissants qui n'ont aucune considération pour lui, et d'un pays et d'une famille qui ne sauront jamais tout ce qu'il a fait pour eux. Social, putain! Et ouais, je vous avais dit qu'on avait des personnages super intéressants et bien développés, mais là où je veux en venir, c'est que normalement cette description devrait vous rappeler quelqu'un. C'est drôle, sa description me rappelle quelqu'un et c'est assez ressemblant. Eh bien, je ne te le fais pas dire, mon cher Mammouth, car des ressemblances entre lui et Nikki, il n'y en a pas qu'une seule, puisque ces deux derniers ont été des soldats au service d'un pays étranger dans des guerres dont on ne connaît ni le nom ni les enjeux, qui ont fait d'eux de vraies machines de guerre surpuissantes, les entraînant dans un milieu qui les empêche de vivre heureux et épanouis avec leur amour de toujours, ce qui fait quand même un sacré paquet de ressemblances. Mais ces dernières sont très loin d'être anodines puisque ça permet au créateur de dresser un parallèle flagrant entre Nikki et le père de Nina, et donc inéluctablement entre Laura et la mère de Nina. Un parallèle qui sera rapidement confirmé par la tendance de Nina à rechercher une figure parentale à travers nos deux héros, que ce soit dans la protection de Nikki ou dans la douceur de Laura, à tel point qu'il y a carrément une scène où Nina prend Laura pour sa mère. On peut dire que tu as des arguments massue. Mais pourquoi faire tout cela, me direz-vous? Eh bien tout simplement pour parler du sujet principal du film, qui est pour mon plus grand plaisir, la relation entre Laura et Nikki. J'ai réussi. Tout s'est passé comme je l'avais prévu. Et ce sujet va surtout être traité à travers la grosse différence entre ces deux relations plus que par leur similitude. Car certes, à l'instar du père de Nina qui a abandonné sa mère pour la protéger des risques de son métier, Nikki ne se met pas en couple avec Laura pour les mêmes raisons. Mais contrairement à Van Helsing, oui c'est le nom du père de Nina, Nikki n'a pas pu se résoudre à abandonner son être aimé comme on a pu le voir dans la vidéo précédente. Alors ça c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, puisque c'est là que réside tout le sel de leur affrontement. Effectivement, même si Nikki n'a pas su se résoudre à abandonner Laura, ça ne veut pas pour autant dire qu'il est persuadé que rester à ses côtés est la meilleure option. De ce fait, le comportement de Nikki dans cette relation est complètement paradoxal, car il ne peut se résoudre à quitter Laura puisqu'il l'aime, mais ne veut pas non plus être avec elle parce que ce serait beaucoup trop dangereux pour cette dernière, entraînant ainsi une sorte de status quo entre eux qui n'arrange absolument personne. Et ça, le film le fait parfaitement comprendre dans cet échange entre Nikki et Nina. Avant que vous ne partiez, juste une question, s'il vous plaît. Pourquoi n'avez-vous jamais dit à Mademoiselle Kaori la nature profonde des sentiments que vous avez pour elle? Les femmes peuvent tomber amoureuses et le rester toute leur vie. Moi, je ne peux l'être que de temps en temps. Alors ça, pour les gens normaux, c'est juste une réplique de Tchatcher pour rendre Nikki trop stylé et trop beau gosse, mais pour les cinglés tels que moi, c'est bien plus que ça. Puisqu'en effet, si on reprend l'enchaînement de la scène, ici, Nikki parle de Laura et uniquement d'elle, parce que sinon il est complètement hors sujet, et ça la foutrait un peu mal.
Donc on retrouve deux temps dans cette phrase. Les filles, donc Laura, qui aime toute la vie, et lui, qui aime de temps en temps. Et c'est la parfaite synthèse de cette contradiction, puisque le de temps en temps désigne les deux temps de son amour. Premièrement, il veut être avec elle, donc il l'aime. Deuxièmement, il ne le peut pas, donc il ne l'aime plus. Donc il l'aime de temps en temps. Là où, même si c'est à moitié vrai, Laura l'aime et ce pour toujours, ce qui répond à la question de Nina, pourquoi il ne lui avoue pas ses sentiments, tout simplement parce qu'il ne peut pas se décider entre être avec elle et garantir sa sécurité. Ce qui fait que toute la beauté de cette relation est synthétisée en une seule et unique phrase. Après, il y avait aussi Moonlight Mile qui a essayé de faire la même chose, mais ça rend pas pareil. Je t'aime, Goran. Nous ferons de nouveau l'amour à ton retour. Tout ça me met très mal à l'aise. En plus, il s'agit d'une des rares, si ce n'est la première fois, où Nikki admet à haute voix être amoureux de Laura, comme on peut le voir par le fait qu'il ne reprend pas Nina lorsqu'elle lui dit qu'il l'aime, et qu'il admet indirectement être amoureux par son « moi, je ne le peux ». Donc à un moment pareil, c'est pas absurde d'y voir un message caché, d'autant plus que c'est l'objet central du film, donc ça reste assez cohérent. Ouais, et tu peux prouver ça? Évidemment. Oh ouais, putain, on va s'éclater. Et pour cela, on va s'attarder sur la fin du film. À ce moment, Nikki et le père de Nina s'affrontent dans un ultime face-à-face à la demande de ce dernier qui, pour une raison longue à expliquer, se remet en question et en affrontant Nikki, cherche à savoir s'il a fait le bon choix. Au final, c'est évidemment Nikki qui gagne, laissant Elson mourir plein de regrets et Nina retourner aux États-Unis, de retour à la case départ. Il n'y a pas d'espace dans lequel je pourrais me glisser entre deux. Je disparais. Et c'est bien ainsi. Sauf qu'en réalité, Elson n'est pas mort. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Et oui, car en réalité, Nikki a bel et bien vaincu ce cher Van Helsing, mais non pas en touchant son cœur, mais en touchant son bras. Tandis que Helsing n'a pas touché Nikki, mais a touché le pendentif de la mère de Nina que Nina avait prêté à Nikki précédemment. Ainsi, le soldat Van Helsing est déclaré mort, mais le vrai Helsing regagne sa place aux côtés de sa fille et tout est bien qui finit bien. C'est tellement beau. Du coup, si on analyse cette fin, on constate deux éléments importants. Premièrement, la résolution du duel. Pourquoi se fait-elle par ce pendentif ? Si on reprend l'histoire de notre paternel favori, il est flagrant que malgré l'abandon de sa famille, il reste prisonnier de l'amour qu'il leur porte, le poussant à s'enfoncer de plus en plus dans la voie la plus meurtrière possible. Sauf que dans ce duel, on a un personnage qui se remet en question après avoir revu sa fille, le faisant hésiter entre le père de famille et le tueur inhumain, et que donc cette confrontation a pour but d'en tuer l'un des deux pour qu'il n'en reste plus qu'un. De ce fait, le rôle central du pendentif de sa femme légué à sa fille dans la résolution de ce duel ne peut pas être anodin, surtout que tout se déroule sous fond d'une musique de Nina pour encore plus accentuer cette dimension familiale. Ainsi, en protégeant Nikki par l'intermédiaire de ce pendentif, c'est elles deux qui prennent la décision et rappellent à Helsing que jamais il ne pourra effacer leurs liens, des liens qui viennent justement de sauver Nikki et par extension le père. De là, il comprend l'absurdité de sa décision passée et choisit sa fille à sa mission et donc son humanité à sa monstruosité. Par conséquent, dans ce duel, Nikki a tué le colonel Helsing pour que vive Helsing, le père. Bravo à vous, bravo. Et pour retourner au parallèle avec Nikki et Laura, on peut s'attaquer au deuxième élément qui est la dernière réplique de Van Helsing. Monsieur Saeba, j'ai trouvé la solution en ce qui me concerne. Mais pour vous, tout reste encore à faire. Alors, que veut-il dire par là ? Si on se réfère à ce qu'on vient de voir, on peut facilement déduire que la solution qu'il dit avoir trouvée, c'est la réponse à la personne qu'il doit être entre le père de famille et le tueur de masse. Ce qui est confirmé par le fait que sa phrase suit sa décision de partir avec Nina, preuve qu'il l'a choisie donc elle, et que selon toute vraisemblance, c'est de ça qu'il est en train de parler. Mais le plus intéressant dans cette intervention, c'est que Van Helsing questionne directement Nikki en lui signalant que lui n'a pas encore fait son choix, ce qui déjà accentue le parallèle entre lui et Nikki, mais surtout met en évidence le fameux paradoxe de la relation entre Nikki et Laura dont je parlais plus tôt, puisqu'à l'instar de Van Helsing qui n'a jamais su s'il devait abandonner sa famille ou non, Nikki ne sait pas s'il doit abandonner Laura ou simplement rester avec elle. Et justement ce paradoxe, parlons-en, puisqu'à la longue elle a certainement agacé un bon paquet de spectateurs, car il faut admettre qu'en 140 épisodes, la relation entre notre couple préféré stagne quand même pas mal et n'évolue que très peu sur toute la durée de la série. Ce que personnellement je trouve assez appréciable, puisque c'est complètement en adéquation avec l'incapacité de nos deux personnages à passer à l'étape supérieure, ce qui fait que l'animé a au moins fait l'effort de justifier que la relation patine pas mal, à l'inverse de tout un tas d'autres animés où c'est juste là pour rallonger artificiellement la durée du titre. Mais je
peux comprendre qu'à la longue, beaucoup aient trouvé ça redondant et que ça en ait lassé plus d'un. Mais ça, le film en a pleinement conscience et il adresse directement cette critique à Nikki, chose qu'on peut voir par le fait que le film compare son hésitation avec celle d'un soldat qui a mis près de 20 ans à prendre sa décision, ce qui veut clairement tout dire sur la critique que le film lui adresse. Mais aussi par la fameuse phrase d'Elson où justement il suggère à Nikki qu'il serait enfin temps de prendre une décision. Ainsi, on peut constater que le film souligne et critique la redondance de la relation en encourageant les personnages à prendre une décision pour enfin faire bouger les choses. Sauf que ce film est réalisé par l'équipe de la série, et que donc logiquement, ils ne se sont pas simplement contentés de critiquer la relation entre Nikki et Laura. Non, ils ont fait bien plus que ça, ils ont carrément fait prendre une décision à Nikki. Quoi ? Oh mon Dieu! Comment ça, un film hors série qui ose faire évoluer l'histoire, mais je suis choqué, on m'a menti? Eh ben, figurez-vous que c'est plus compliqué que ça. En effet, dans ce film, on observe un Nikki qui ne nie jamais l'amour qu'il porte envers Laura, et même par certains comportements, qu'il l'affirme avec des compliments bien placés, ou encore des signes d'une confiance absolue pour elle, ou d'autres petits détails de ce genre. Alors bon, je vous l'accorde, c'est léger comme comportement, mais je vous rappelle qu'on parle de Nikki, à savoir le mec qui montre son amour en blessant volontairement celle qu'il aime. Donc clairement, ce genre de détails, c'est quand même déjà beaucoup venant de lui. De ce fait, avec cet élément en tête lié au fait que Nikki remarque clairement comme Elson les similitudes qu'il a avec ce dernier, on peut légitimement nous dire que Nikki a choisi Laura, ce qui est confirmé par la scène finale qui suit la phrase d'Elson, où Nikki et Laura partent côte à côte, signe de leur futur commun, un petit peu comme si Nikki répondait aux spectateurs et à Elson qu'il avait enfin pris sa décision, à savoir choisir Laura. Et là, vous vous dites que c'était pas si compliqué que ça, et que donc le film a décidé que Nikki partirait avec Laura, point final, on n'en parle plus. Sauf qu'en fait, si, c'est plus subtil que ça, puisque le film ne confirme en réalité jamais directement cette thèse. Alors on peut observer qu'il sous-entend tout ça, mais on ne voit jamais réellement Nikki et Laura s'embrasser, se confier leurs sentiments, ou que Nikki dise clairement qu'il a pris sa décision. Donc c'est suggéré, mais c'est pas vraiment officiel. Oh, mais alors tout ça ne sert à rien ? Eh bien là encore, pas vraiment, puisqu'il faut se rappeler que le film à l'origine est un bonus, et donc un film non obligatoire pour les spectateurs de la série. De là, pour ne pas briser cette promesse, le film ne peut pas apporter d'éléments trop concrets, sous risque d'être potentiellement annulé dans le futur par la série, ou de simplement obliger les spectateurs qui n'avaient pas particulièrement envie de le voir, à voir ce film, ce qui serait quand même assez con pour un film bonus. Mais notre film du jour a trouvé une petite parade à ce problème en n'apportant rien de vraiment concret, mais plutôt en posant les bases d'une progression. J'ai rien pigé! Alors concrètement, comme j'ai pu le dire dans la vidéo précédente, City Hunter présente une relation ambiguë où la question centrale est « vont-ils choisir de s'aimer ou non ?» Et justement, il répond petit à petit à cette question au fur et à mesure de sa progression en faisant évoluer les personnages et leurs relations. Par exemple, on peut observer une baisse de la perversité de Nikki au fur et à mesure qu'il va se rapprocher de Laura. Et justement, c'est exactement ce que fait le film. Il pousse doucement vers la direction où Nikki choisit Laura sans forcément brusquer cette décision. Et ça tout en se servant de cette micro-évolution pour développer ces personnages inédits. Et oui, vous l'aurez remarqué, c'est exactement comme un épisode de l'animé, mais en plus dense. Donc exactement ce qu'on attendait de lui. Ok, ça c'est très fort. Vraiment, très fort. Et c'est tellement fort que presque tous les films City Hunter qui vont suivre vont reprendre cette formule d'une affaire plus longue et plus ambitieuse, avec un développement de nouveaux personnages qui permet de faire écho aux personnages principaux. Donc on peut clairement dire que l'objectif de ce film est rempli et que c'est un franc succès. Mais certains d'entre vous doivent certainement se dire que la formule était assez évidente et que donc c'est pas tant au premier film que les autres se réfèrent, mais juste à la formule évidente pour un film de ce genre, donc finalement le premier film il a pas tant de mérite que ça. Ce à quoi je vous répondrai: ah oui, vous croyez? Eh bien figurez-vous que le second film n'est absolument pas de votre avis. Mais non! Mais hasard de dingue! Mais bon, ça, ce sera pour une prochaine vidéo.